Pour aborder ce sujet de Digital 2049, quel marketing dans 25 ans? Mais qui mieux que Frédéric Cavazza pour nous éclairer, en tout cas poser les jalons de ces 25 ans qui nous attendent. Alors c'est un exercice qui n'est pas facile, n'est-ce pas Fred? Non, effectivement, 25 ans, c'est loin. Là, on est vraiment dans un exercice de futurologie. On va essayer. On va Oui. essayer. Merci en tout cas Fred de jouer le jeu avec nous. Eh bien, merci de me donner la parole pour essayer donc de me prêter à cet exercice de futurologie et d'anticipation sur les évolutions du marketing. Et vous allez voir que des évolutions, il va y en avoir beaucoup, bien évidemment parce que c'est une échelle à 25 ans, mais aussi parce qu'on est dans une période qui est, ma foi, très complexe. Cette complexité, on va la retrouver, par exemple, dans des indices qui sont calculés. Vous avez, par exemple, le World Uncertainty Index. C'est celui que vous voyez sur la gauche. Ce sont des sociologues et des économistes qui s'amusent à calculer le niveau d'incertitude mondiale. Et que ce que vous voyez, en fait, sur cette courbe à gauche, c'est que sur les 10-15 dernières années, le niveau d'incertitude, il monte, il monte, il monte. Ça nous prouve qu'effectivement, on est dans une société aujourd'hui qui est de plus en plus incertaine et de plus en plus complexe. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder cette opération de rebranding de la marque Jaguar. Louis, est-ce que tu as suivi cette histoire de Jaguar? Exactement. Et je pense que ça. Alors je vais pas dire perturbé, mais ça a surpris beaucoup de marketeurs et de publicitaires, parce que c'est vrai que Jaguar, cette marque automobile qui fait partie, on va dire, du patrimoine, de l'histoire de l'automobile, fait un virage. Alors je sais pas si on peut dire 180, 360, 1080, 3000 degrés. Effectivement, c'était très, très, très spectaculaire. Donc, ils ont commencé avec cette vidéo qui était pleine d'exubérance, avec des personnages divers, des couleurs diverses. Et puis, la semaine dernière, ils ont dévoilé leur nouveau concept car, donc cette espèce de voiture rose. Ça, pour moi, ça illustre le moment de l'humanité où on en est. Donc, on en est aujourd'hui à une histoire donc de l'humanité où on est dans une société extrêmement complexe que plus personne ne parvient à comprendre, à saisir, et surtout avec des antagonismes très forts dans mais qu'est-ce que c'est que ce délire de voiture rose? Donc, la réaction est très vive. Je pense que le bon réflexe, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça et non pas de se dire cette voiture est moche et cette pub c'est n'importe quoi, mais plutôt de se plier à l'exercice intellectuel qui consiste à dire mais et si c'est eux qui avaient raison? Et si au final, non, nous ne savons plus, et autant tester quelque chose de fou pour relancer la marque, parce qu'effectivement, la marque Jaguar va très très mal, hein, elle est depuis plusieurs années au bord de la faillite, donc, et si c'est eux qui avaient raison? Et ça, pour moi, ça donne le ton de cette réflexion autour de où est-ce que va nous amener le marketing dans les prochaines années, parce que on est effectivement sur une tendance où on a énormément de changements à commencer bien évidemment par des changements technologiques. Donc, on en a un certain nombre qui sont représentés là-dessus. Hein. Donc, l'intelligence artificielle qui va nous amener aux agents intelligents, la blockchain qui nous a amené les crypto-monnaies, les NFT et ainsi de suite, mais qui va nous amener également les applications distribuées, les organisations distribuées. Donc, on n'a encore rien vu. La réalité étendue qui va nous amener vers l'informatique spatiale, les environnements virtuels qui vont nous amener vers le métavers, les processeurs quantiques qui vont nous amener vers l'informatique quantique, les processeurs biologiques qui vont nous permettre de faire des ordinateurs à ADN, qui vont notamment nous permettre d'avoir des interfaces neuronaux, donc avec des applications neuromorphiques, donc des applications qui puissent s'adapter à la façon dont ton cerveau fonctionne. On va avoir également l'impression 4D qui va arriver, donc avec des objets endomorphiques, donc des objets qui peuvent changer de forme. Alors, je vous Tout rassure, ce ça, n'est pas Fred, hein, ce n'est pas Philippe Cadic qui est en train de vous parler, c'est Frédéric Cavazza. oui, tout à fait. Et encore, ça, c'est ce que l'on connaît. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits points. C'est parce que, à une échelle de 25 ans, mais on va avoir des ruptures technologiques qui seront bien plus importantes. Donc, on a à anticiper cette espèce de progression exponentielle de l'innovation avec l'obligation de faire de l'apprentissage continu. Sinon, la fracture numérique, mais où est-ce qu'elle va nous emmener? Elle va nous avaler complètement. Et ça, je pense que c'est
une conséquence directe de la 4e révolution industrielle. Souvenez-vous, il y a eu 3 révolutions précédentes, avec l'arrivée de la vapeur, l'arrivée du pétrole, l'arrivée de la généralisation de l'électricité, avec la généralisation du numérique. Voilà, on a ce phénomène naturel de destruction et de reconstruction. On est en plein dedans, et effectivement, ceux qui ne sont pas capables de suivre l'évolution technologique, ma foi, ils seront broyés dans cette révolution. Donc, ça, c'est ce auquel on doit s'attendre, rien que d'un point de vue technologique. Parce qu'on a également d'autres grands facteurs de changement. On a par exemple la pénurie de l'attention, qui est aujourd'hui documentée et avérée, qui va nous emmener vers une transition médiatique, donc passer des grands médias de masse à des nanomédias, voire à des médias synthétiques, donc avec la possibilité de générer des contenus, des avatars de présentateurs ou de podcasteurs. On a également une pénurie de richesse. Donc, tu n'es pas censé ignorer, Louis, que en Europe, on ne sait plus créer de croissance. Donc, croissance nulle, ça veut dire plus de création de richesse. Donc, on va devoir opérer une transition économique. On le voit d'ailleurs avec des choses comme la résurgence du mouvement survivaliste. On a également à prévoir une pénurie d'énergie fossile, donc le gaz, le pétrole et ainsi de suite. Donc, opérer une transition énergétique derrière avec des nouvelles mobilités, avec des carburants de synthèse qui ne sont pas encore au point. On a également une pénurie de protéines animales, donc manger de la viande rouge, on sait tous que ce n'est pas tenable et qu'il va falloir arrêter, voire manger de la viande tout court. Donc, on a une transition alimentaire à venir avec de la production locale, mais surtout une alimentation qui va reposer sur les céréales, voire sur les protéines d'insectes. Et on a enfin une pénurie de matières premières qui nous guette, notamment le sable, notamment l'acier, donc le fer et ainsi de suite. Donc là, pareil, il va falloir opérer une transition industrielle à grande échelle en essayant de faire monter en puissance le recyclage et ainsi de suite. Bref, tout ça pour dire que dans les 25 prochaines années, il va falloir tout repenser. Et il va surtout falloir accompagner les consommateurs et les citoyens dans la prise de conscience que c'est la fin de l'abondance et que c'est la fin de l'insouciance. Il va falloir apprendre à se serrer la ceinture, et ça, d'un point de vue marketing et communication, c'est pas simple. C'est pas simple parce que jusqu'à présent, au XXe siècle, on était dans un modèle où je suis heureux parce que je consomme. Il va falloir faire tout l'inverse. Je suis heureux parce que je ne consomme plus. Donc, il va falloir entièrement repenser le marketing et la communication pour valoriser la décroissance. Et ça, c'est un sacré exercice. Et pourtant, il faudra nous y plier. Ça, ce sont les gros changements qui vont survenir dans les 25 prochaines années. On peut essayer, si on veut anticiper, de inverser cette réflexion et se dire, mais s'il va y avoir des gros changements, qu'est-ce qui ne va pas changer ? Ce qui ne va pas changer, par exemple, c'est cet état de crise multiple et permanente, ce que j'appelle les polycrises ou les permacrises, avec l'idée qu'il n'y aura pas de nouvelle normalité, il n'y aura pas de normalité tout court. Donc ça, d'un point de vue marketing, ça veut dire qu'on va avoir des cycles de produits beaucoup plus courts. On ne pourra pas se dire, je lance une marque, je lance un produit et on se donne 10-15 ans pour la faire émerger. Non, c'est pas possible. Il va falloir lancer une marque, exploiter un produit et l'abandonner en 1 an, 2 ans maximum, parce qu'en 2 ans, le marché va se retourner. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. On va également avoir une tendance qui va s'installer, c'est celle de l'individualisme, voire du nihilisme. Donc, c'est pas le retour des punks nos futurs, c'est simplement de dire je profite, moi, tout seul, comme un grand, parce que je ne sais pas ce qui va se passer après. Donc ça veut dire qu'on va devoir concevoir, imaginer des nouveaux loisirs ou des nouvelles offres. Pourquoi pas dans le divertissement, pourquoi pas dans la restauration? Où ils sont les restaurants qui accueillent les personnes qui veulent dîner seules? Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc il va falloir peut-être repenser ce genre de choses, repenser le tourisme également. Aujourd'hui, toutes les chambres d'hôtel, il y a 2 lits, il y a 2 places. Rien n'est conçu pour un voyageur unique. Donc, bien malin ceux qui vont, on va dire, se saisir de cette tendance, donc l'individualisme, le nihilisme, pour essayer d'en faire des produits attractifs ou des offres attractifs. On a un 3e élément impondérable qui est le vieillissement de la population, surtout en Europe. Là, c'est pareil.
Il va falloir envisager des nouveaux services, avoir des offres qui seront adaptées, notamment adaptées à la mobilité réduite des consommateurs, notamment adaptées à d'autres formes de handicap. Par exemple, fournir plus de toilettes, parce que les personnes âgées, elles vont plus souvent aux toilettes, et si elles n'ont pas l'assurance qu'il n'y a pas de toilettes, eh ben, elles viennent pas. Donc peut-être qu'il va falloir repenser les infrastructures touristiques pour s'adapter à ce genre de choses. Ça, si vous habitez à Paris, vous le savez déjà, il y a pas de toilettes publiques, donc c'est très très galère pour les touristes. On va également avoir un autre impondérable qui est toujours plus de nouvelles maladies, de nouveaux virus. Donc là, c'est pareil. On est aujourd'hui sur un système de santé qui est exclusivement tourné vers la guérison à travers des médicaments. Donc il va falloir complètement revoir notre système de santé, nos offres de santé, avec notamment on va dire, toute une logique autour de la médecine préventive, autour du bien-être, parce que la santé, c'est pas que le corps, c'est aussi la tête. Donc là aussi, bien malin ceux qui vont se saisir de tout ça, notamment toutes les nouvelles névroses pour essayer de concevoir des offres autour de ça. Et un autre impondérable également, ce sont les catastrophes naturelles. On a une grosse tempête tous les trimestres, voire tous les mois. Peut-être qu'il va falloir entièrement revoir la façon dont on construit les maisons, dont on construit les infrastructures, donc les routes, les autoroutes, les ponts, et ainsi de suite, pour pouvoir s'y adapter, parce que c'est le dérèglement climatique qui ne va pas s'arrêter. Donc on a comme ça un certain nombre d'impondérables qui vont nous permettre peut-être d'avoir un début de piste sur comment est-ce qu'on peut repenser le marketing et les modèles marketing avec de l'agilité, donc être en mesure de raccourcir le cycle de mise sur le marché d'une offre, avec le principe d'effectuation, je fais avec les ressources qui sont à ma disposition, plutôt que de dire « Ah il me faut ça pour pouvoir faire ça ». C'est faire également avec un esprit d'innovation perpétuelle. Innovation, pas dans le sens surenchère technologique, mais innovation, je me creuse la tête pour trouver des solutions à des problèmes qu'on n'avait pas anticipés. Et peut-être qu'il y a également une piste intéressante, ça va être le tribalisme, à savoir le fait de dire aujourd'hui, on ne sait plus rassembler la population autour d'une société. On est sur une fragmentation de la société, donc chacun sa société, chacun sa tribu. Ça nous amène vers du marketing tribal avec toute une façon de penser différente. Ça, c'est vraiment, pour moi, un des plus gros changements, si on veut se placer dans la peau d'un marketeur, le fait de dire il n'y a plus de consommation de masse, donc il n'y a plus de produits de grande consommation de masse. Ce qu'il faut maintenant, c'est des produits, des services ou des offres qui soient de niche. Donc aller vers une logique de niche systématique. Par exemple, à quoi est-ce qu'elle doit ressembler la prochaine Barbie ? Je ne sais pas, moi, puisqu'il n'y a pas on va dire, de Barbie standardisée, on est face à une infinité de niches, une infinité de tribus. Potentiellement, il faudrait une infinité de Barbie. Est-ce que ça veut dire des Barbies transsexuelles, obèses, racisées, qui vivent dans des camping-cars électriques dans un camp de survivalistes ? Peut-être. Je ne sais pas. D'autant plus que une Barbie, c'est du plastique. Elle est vendue dans un emballage en plastique. Donc peut-être que cette réflexion autour de la Barbie, c'est pas la bonne réflexion. Peut-être qu'il faut se dire, non, il y aura plus de tout ça. Il n'y aura plus de jouets physiques. Il n'y aura plus que des loisirs numériques. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut s'intéresser plus à Roblox, par exemple, qui semble être la plateforme de loisirs numériques, on va dire la plus en vue, en tout cas celle qui aujourd'hui a su conquérir la génération alpha, donc les préadolescents. Et le fait d'avoir comme ça une plateforme de loisirs numériques nous permet de multiplier les offres et d'avoir une segmentation beaucoup plus fine. Donc, on en revient à cette logique de marketing tribal. L'idée étant, encore une fois, de dire, puisqu'on n'a plus de société homogène, nous n'avons plus de réflexes de consommation homogènes, nous n'avons plus que des niches, voire des micro-niches, voire des tribus, il faut pouvoir adresser ces tribus avec une offre, un discours, un positionnement. C'est pour ça que je parle de micro-marques avec des micro-offres pour des micro-marchés
Très certainement que c'est ça l'avenir. On est d'ailleurs déjà en train de le voir. Le problème étant que comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en œuvre dans des bonnes conditions économiques, donc pour faire en sorte que ça soit rentable, ben, on n'a pas d'autre choix que d'automatiser. Parce que le faire à la main, comme à la grande époque voilà, des produits de consommation de masse, ben, c'est pas possible si on doit passer de une offre pour un marché à 50, 100 offres ou 100 micro-offres pour 100 micro-marchés, le faire à la main ou le faire faire par des humains, ça n'est pas possible. Donc, on va nécessairement passer par une automatisation, au pire une semi-automatisation si on veut essayer de se rassurer, mais ça va être le seul chemin possible pour pouvoir y arriver, pour pouvoir arriver à adresser un marché de plus en plus complexe, de plus en plus fracturé, de plus en plus imprévisible. Je pense que c'est ça la clé, d'aller vers du marketing tribal, bien évidemment tourné vers, on va dire, des nouveaux modes de consommation et des nouveaux besoins au niveau de la population. Le tout, accroche-toi Louis, avec des ruptures technologiques à venir qui seront toujours plus spectaculaires, toujours plus complexes, et je m'arrêterai là-dessus. Je ne sais pas si tu as vu cette annonce qui a été faite par les équipes de recherche de Google hier sur la mise au point d'un nouveau processeur quantique qui est 10 puissance 30 fois plus puissant qu'un processeur normal, tout simplement parce que les calculs sont effectués dans des dimensions parallèles. Waouh! Eh oui, exactement. C'est tout à fait la réaction que j'ai eue moi en me disant quoi? Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais non, c'est pas un délire. On a des scientifiques qui travaillent là-dessus, qui sont extrêmement contents parce qu'ils ont maintenant la preuve que les univers parallèles existent, puisque les calculs sont faits dans des dimensions parallèles. C'est comme ça qu'ils arrivent à avoir ce gain de performance. Je sais, ça fait mal à la tête, mais si on veut se projeter en 2049, dans 25 ans, eh ben, il va falloir s'y faire parce que c'est que le début. Et qu'aujourd'hui, ce genre d'innovations technologiques qui sont loin, enfin, hors de notre compréhension, parce que, waouh, moi aussi, ma première réaction, ça a été de me dire, quoi, un processeur quantique qui envoie des calculs dans des dimensions parallèles? Bah ouais, mais bah ouais, c'est à ça qu'il va falloir s'adapter et s'habituer. Est-ce que ça va nous mener vers du marketing quantique? Je sais pas, je sais pas. Simplement, il va falloir faire preuve d'une sacrée ouverture d'esprit et d'une sacrée capacité d'adaptation pour pouvoir anticiper tout ça et petit à petit être en mesure de pouvoir continuer à faire du marketing qui tient la route. Voilà, voilà. Je m'arrêterai là-dessus. Je sais que ça fait lourd à avaler, cette histoire de marketing quantique, mais je pense qu'on a un début de réflexion intéressant par rapport à ça. Ah ouais, écoute, c'était un super cliffhanger. Merci. Et tu l'as pas vu venir. Ah non, alors absolument pas, absolument pas. Merci beaucoup, Fred. Voilà, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Fred, via notamment son blog, ses réseaux sociaux, tu partages beaucoup sur LinkedIn, également sur YouTube. Hein, tous les mois, tu proposes un format qui s'appelle le décryptage de l'actualité numérique. On partage ça aussi sur la chaîne du MBMCI, mais Oui. vraiment regardez, c'est un super format, un peu comme ce que tu viens de faire là pour Digital 2049, où en gros tu nous décryptes les 3-4 annonces clés de l'écosystème numérique, bien sûr tech, et à chaque fois une clé de lecture, d'analyse pour comprendre ce que ça signifie pour nous. Et quand je dis pour nous, c'est pour le marché de la com et du marketing. Donc voilà, décryptage d'actualité numérique, mais il n'y a pas que ça. Il faut également suivre Fred sur les réseaux sociaux. Oui. Eh oui, non mais c'est parfait. Là, j'avoue que là le coup de Google Dimension Parallèle, je suis estomaqué là. Je m'attendais pas à ça. Tu vois, je me dis, est-ce qu'on est vraiment dans la réalité? Moi non plus. Bah, ça, c'est un test intéressant pour savoir est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à t'adapter? Est-ce que tu es suffisamment prêt à avoir suffisamment d'ouverture d'esprit avec une capacité, on va dire, de remise en question suffisante? Jaguar, c'est un petit test. Voilà, les processeurs quantiques, c'est un autre gros test. Il va falloir passer par là si on veut continuer à maintenir une consommation qui sera différente. Ça ne sera plus une consommation insouciante comme on a connu avant. Il va falloir complètement revoir notre modèle marketing, nos styles de vie, notre modèle de société. Mais il va falloir s'y préparer et s'y adapter parce qu'on n'aura pas le choix.
Alors, pour terminer, tu en as parlé hein, dans ton exposé. Il y a effectivement le fait d'accompagner. Alors, tu mets le mot, hein, je veux dire, tu parles de décroissance. Il va falloir effectivement avoir un marketing et une communication qui accompagne la décroissance parce que les limites planétaires sont atteintes. Euh, Oui. en quelques mots, si on devait définir ce qu'est le marketing responsable, en tout cas une démarche de marketing responsable, comment tu l'expliquerais? Euh, c'est du marketing, donc la science de mise sur le marché d'offres qui soient responsables, c'est-à-dire qui n'incitent pas à une consommation ou des comportements irresponsables, donc qui tiennent compte des limites de l'environnement, des limites de la société, de voilà tout ce qui ferait que nous ne serions plus des citoyens responsables dans nos actes de consommation. C'est ça pour moi le marketing responsable. Très bien, merci. Et ça s'applique aussi à la publicité, voilà, donc ne pas nous inciter à acheter des choses dont on n'a pas besoin, ne pas nous inciter à nous endetter, ne pas nous inciter, voilà, nous bombarder avec des publicités non sollicitées, voilà, ça en fait partie aussi. Bon, ça fait écho avec la récente campagne de l'ADEME, hein, donc l'Agence nationale pour la transition environnementale, qui a fait Oui, une campagne sur les dévendeurs, donc sur justement des vendeurs qui ne vendent pas, qui font le contraire de vendre, qui a un petit peu fait parler, qui a remué, mais qui va dans ce sens-là aussi, qui est, je pense que les 25 ans à venir, alors c'est peut-être pas les 25 ans, mais on va dire peut-être, allez, les quelques mois, les quelques années à venir, faut que ce soit le passage de la prise de conscience à l'action, Fred. On le sait, hein, c'est ça, hein. On le sait exactement. maintenant. Et rendre sexy la décroissance auprès des consommateurs pour pas qu'ils se replient sur eux-mêmes, parce que sinon, bon, voilà, c'est tout notre modèle de société qui s'effondre. Si la consommation s'effondre, donc là, ça va être une transition complexe, mais bon, ça va nous faire du boulot. Merci Fred de nous avoir inspirés et puis on continue notre voyage dans Digital 2049. À bientôt.